Comme il est de tradition, au nom d'Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue aux rencontres des savoir-faire. Je remplace ce soir Marc Bayard qui n'a pas pu être là et s'en excuse. Il le regrette bien parce qu'il a invité Amine Derras à nous rejoindre. Alors Amine, vous êtes géographe et urbaniste et diplômé de l'université Paris 4 la Sorbonne. Amine se consacre à l'aménagement du territoire et l'urbanisme pendant plus d'une décennie en Île-de-France, en se spécialisant notamment dans la réhabilitation et le traitement de l'habitat ancien. Son parcours atypique l'amène également à s'intéresser au set design en collaborant avec divers artistes en France. Il travaille également à promouvoir l'architecture française auprès de professionnels d'Europe du Nord, en collaborant quelque temps avec la société finlandaise Arctours. En 2022, Amine déménage pour Alger, où il est recruté peu de temps après au sein de l'Institut français d'Algérie, en tant que responsable du débat d'idées et organisateur de la Biennale algéro-française de design. En 2024, il organise la Biennale de design 2024, dont il va nous parler, pour un monde réel, avec la designer algérienne Feriel Ghasmi Issiakem. L'événement se déroulera dans 5 villes algériennes et réunira plus de 60 designers et concepteurs algériens et français. Et la suite, c'est Amine qui va nous la raconter. Merci déjà beaucoup de cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là. Je suis très content. Je voudrais d'abord commencer par remercier les Manufactures Nationales de cette invitation que j'honore avec beaucoup de plaisir. Et également Marc Bayard, qui malheureusement n'est pas là ce soir, que j'ai rencontré en Algérie l'année dernière lors de la Biennale de Design, lors de laquelle lui-même était intervenant. Et on a pu nouer quelques liens ensemble, ce qui nous a permis de faire connaissance et d'anticiper d'autres projets ensemble. Et donc c'est à son invitation que je me rends aujourd'hui ici à Paris pour vous parler de plusieurs choses. Alors comme je disais tout à l'heure à Magali, aujourd'hui, l'idée de ces formats, c'était de parler des résidences lointaines que la France développe à l'étranger. Mais je vais vous en parler dans un second temps, mais je vais quand même axer la majeure partie de mon propos sur la Biennale de Design qu'on a développée en Algérie l'année dernière, dont c'était la 2e édition. Pour la simple et bonne raison que cette maison, enfin cette villa dont je vous parlerai dans un second temps, aujourd'hui n'existe pas encore. Elle est en développement, elle est en construction, et du coup, je m'attarderai un petit peu moins dessus. Alors, donc, sur la Biennale, alors peut-être juste pour un tout petit peu compléter votre propos, et comme ça vous avez une meilleure connaissance et perception de qui je suis. Donc, je travaille à l'Institut français d'Algérie en tant que responsable débat d'idées. Donc, j'organise des débats d'idées, des rencontres, des conférences, mais également en tant qu'organisateur de la Biennale de Design. Donc là, on a organisé en 2024 la 2e édition, la 3e édition est à venir en 2026. Et j'ai bien insisté sur le mot Algérie parce que nous avons 5 antennes sur l'échelle de tout le territoire. Alger, donc la capitale, Oran, Tlemcen à l'ouest, Constantine et Annaba à l'est. Et moi, en tant que responsable programmation Algérie, je m'occupe de faire des tournées qui vont en général passer entre 2, 3, 4, voire 5 antennes. Et on va essayer de programmer. Par cette force de frappe-là, entre guillemets, nationale, on va réussir à amener des gens de l'étranger, la plupart du temps de France, qui vont du coup pouvoir aussi nous dispenser d'une programmation de qualité. Alors, donc peut-être petite introduction à la Biennale, et après je vous passerai quand même des slides. Cette seconde édition de la Biennale algéro-française de design a eu lieu en 2024. La première devait avoir lieu en 2020. Elle a eu lieu en 2021 à cause du Covid, et puis ensuite, pour des petites questions de crise sanitaire, politique, etc., il s'est passé 3 ans. Mais l'idée maintenant, c'est qu'on reprenne un peu le rythme et qu'on réussisse à se caler sur un rythme de biennale. Sinon, on l'appelle autrement, hein, sinon on passe sur une triennale. Et donc là, on a déjà commencé à travailler sur la Biennale 2026 en espérant lui donner une tournure encore plus internationale, plus grande, avec d'autres projets en vue.
Alors, passer des slides. Donc, on l'a appelé Design. C'est la marque, enfin, le nom de cette biennale qui se développera au fil des ans. Design, pourquoi? Enfin, design écrit DZ, parce que DZ, c'est le nom de code du pays Algérie, qui se dit Jazair en arabe, un peu comme vous pourriez avoir FR pour la France ou UK pour le Royaume-Uni, etc. Et donc, c'est un jeu de mots un peu subtil, alliant le mot design et le code pays de l'Algérie. On a une charte graphique très forte qui a été développée par un artiste graphiste algérien qui est maintenant basé à Marseille, qui s'appelle Walid Bouchouchi, qui a créé les studios Akakir. Et son travail nous a beaucoup plu parce qu'il s'intéresse énormément à l'alphabet, à l'écriture de manière générale. Et il a développé, donc vous pouvez voir les petites lettres au-dessus de Alger, Oran, Tlemcen, Annaba, Constantine, tout un alphabet qui est situé, alors c'est imaginaire, hein, il existe maintenant, mais il n'existe pas par ailleurs, pour essayer de sortir de cette réflexion où vous avez l'arabe qui est très présent en Algérie, mais aussi le français et l'alphabet tifinagh, donc l'écriture kabyle. Touareg, Amazigh, etc. Et donc 3 alphabets qui sont très forts dans l'espace public collectif. Et donc là, il a été vraiment créé un autre alphabet qui nous a donné une marque de fabrique assez forte. Voilà. Et donc voilà, les 5 villes que vous avez affichées à l'écran dans lesquelles s'est développée la Biennale. Donc, je vous disais que c'était la seconde édition. Première édition ayant eu lieu en 2021. Vous avez les 2 affiches à l'écran. La première, donc en noir et blanc, et dont la thématique était réinventer la ville par le design. Donc, on avait une problématique beaucoup axée sur la ville, sur la réflexion autour de l'urbanisme, de l'architecture, etc. Et puis la deuxième affiche, on a décliné de plusieurs façons possibles, de la Biennale 2024, qu'on a appelée Pour un monde réel, mais j'y reviens tout de suite après. Donc, Institut français d'Algérie, c'est une... Alors comment vous dire, c'est un peu une grande machine, une grosse machinerie, qui développe autour de 600 événements culturels par an en Algérie. Donc c'est une programmation très dense, quasi quotidienne dans les quasi 5 villes qui disposent d'un institut français. Alors c'est des événements qui sont très larges, donc moi je vous parlais tout à l'heure du débat d'idées, mais j'ai des collègues qui font des arts de la scène, donc du théâtre, de la danse, de la musique, d'autres qui s'occupent du cinéma, d'autres qui s'occupent du livre, donc qui sont très à cheval sur l'industrie, enfin sur les sorties littéraires, etc. Et puis on va avoir en plus tout ce qui est cours de langue, etc. Mais bon, on s'attardera moins là-dessus parce qu'on est venu vous parler de design et de culture. Mais tout ça pour vous dire qu'on est un grand pourvoyeur de façon générale de culture et d'art sur la scène algérienne. Et on estime aujourd'hui à peu près à 80 000 spectateurs par an, enfin spectateurs, personnes qui fréquentent nos instituts, juste pour la partie culturelle, en enlevant les cours de langue et les cours, tout ce qui est formation, fréquentation des médiathèques. Donc on va avoir quand même une fréquentation assez forte. Et l'idée donc de cette biennale aujourd'hui, c'était de se positionner un peu comme une passerelle entre les 2 rives, parce que c'est aussi ça notre mission en tant qu'Institut français, c'est d'aller créer de l'émulation et des rencontres entre les artistes, les concepteurs, les designers algériens et français. Et c'est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de se positionner un peu comme un pont. Et donc, dans cette biennale, on a eu énormément d'invités français qui sont venus parler de leur travail,
des Franco-Algériens aussi, ce qui était très intéressant parce que du coup, ils avaient déjà, entre guillemets, le pied entre les deux pays. Et du coup, du côté algérien, des designers algériens qui ont présenté leur travail aussi sur place, et ce qui nous a permis de créer pas mal d'émulations, des projets communs, des projets sur lesquels ces designers et concepteurs travaillent aujourd'hui, et puis qui nous permettent aussi moi qui me permettent d'être là aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'il y a des ponts qui se créent et des rencontres qui se font, et donc c'est assez super. Sur le nom Pour un monde réel, pourquoi donc Pour un monde réel, on l'a appelé comme ça en référence au manifeste de Victor Papanek. Si certains d'entre vous sont proches connaissent un peu le design, c'est un manifeste vraiment très fort dans le design qui est paru en 1971 et qui n'existe plus en langue française depuis 1974 et qui se veut vraiment comme un manifeste un peu d'écologie, de développement durable, très avant-gardiste. Autour de ces questions-là dans l'univers du design. Je pense que pour toute personne qui s'intéresse au design, c'est vraiment, il faut passer par cet ouvrage-là. C'est un peu peut-être une bible du design, en tout cas sur les questions écologiques et d'environnement. Et il nous a paru assez évident, vu l'époque qu'on traverse et les temps, les questions qui sont aujourd'hui environnementales très fortes, d'axer notre réflexion là-dessus. Encore plus dans un pays comme l'Algérie où ces questions-là ne sont pas forcément débattues sur la place publique, ou encore moins. Il y a peu d'événements sur ces événements-là, et donc on avait l'opportunité de cette biennale. On s'est dit, allons-y, axons notre propos là-dessus. Et donc c'était un grand succès de ce point de vue-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de designers algériens qui avaient plein d'idées, français aussi, mais en tout cas sur place, et qui avaient eu peu l'occasion de développer leur art autour de ces questions-là, et on a eu des projets vraiment super. Je reviens juste très rapidement, parce que je vous en ai déjà parlé, mais sur l'identité visuelle très forte de cette biennale. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en créant ce graphisme, même par l'affichage qu'on a pu mettre en place, à la fois vraiment sur les réseaux, mais aussi par des affiches qui ont pu être diffusées en ville, etc., on avait cette empreinte qui était vraiment reconnaissable partout, et ça a permis d'attirer le regard du passant, de la personne qui n'est pas forcément connaisseuse ou encore moins familière avec ces questions-là. Et l'idée, c'était surtout de faire une biennale qui ne soit pas élitiste, qui soit accessible à tout le monde, qui puisse venir interroger tout le monde, monsieur tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces questions-là et pouvoir s'y intéresser. Ensuite, je voulais vous parler très rapidement d'un des accomplissements majeurs qui a eu lieu dans cette biennale. C'est qu'on a réussi à travailler avec beaucoup de partenaires institutionnels publics, ce qui est une énorme victoire dans un pays comme l'Algérie, où la collaboration, la coopération n'est pas toujours simple, et on a été très supporté par de nombreux ministères, donc le ministère de la Culture et des Arts, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pas mal d'écoles publiques comme l'EPO, donc l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger, mais aussi les Beaux-Arts d'Alger, de Tlemcen, plusieurs universités. Et ce travail-là nous a permis du coup d'entrer un peu plus en contact avec ces partenaires institutionnels, dans la société civile, et de nouer des liens avec des institutions avec lesquelles on n'a pas forcément de contact. Et on est vraiment fiers, parce que ça nous a permis de travailler vraiment plus en profondeur, notamment avec plusieurs écoles, plusieurs universités spécialisées sur ces questions-là, avec lesquelles on collabore très peu. Ensuite, peut-être quelques chiffres sur cette biennale. Donc, tout à l'heure, je vous disais 5 villes, 19 invités. Donc, quand je dis 19 invités, c'est 19 invités français.
qui se sont français, franco-algériens, mais en tout cas qui venaient de France pour travailler pour parler de leur travail. Alors, on a eu des personnalités de renom comme l'architecte urbaniste Jamel Clouche, la designer Sophie Dries, on a eu des profs d'université, on a eu des personnes qui travaillaient sur le design textile. Voilà, on a vraiment une vraie richesse au niveau des profils qui se sont joints à l'aventure, et ça nous a permis de développer une biennale qui est sortie. Ça, c'était aussi un de nos objectifs principaux, de sortir vraiment de l'idée de base que le design, c'est la conception d'une lampe, d'une chaise, d'une table, mais vraiment d'aller plus loin dans la profondeur de ce que le design, et de réfléchir à toutes ces questions-là ensemble. 17 lauréats, donc 17 lauréats, c'était des lauréats, un appel à candidature qu'on a passé en début d'événement, qui était ouvert à des jeunes concepteurs, donc jeunes concepteurs qui pouvaient du coup bénéficier d'une bourse d'accompagnement à leurs travaux de recherche et de présentation, et du coup ils ont pu exposer leur travail lors de la biennale. Parmi ces 17 lauréats, 16 sont algériens, 1 français. L'appel à candidature était ouvert à tout le monde, mais forcément moins visible ici pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il existe beaucoup plus d'appels à candidature, d'appels à projets en France, alors que là-bas, en tout cas sur l'année dernière, c'était le seul en design. Donc toute la scène design, conceptrice, artistique algérienne, en tout cas jeune, a été très intéressée, et on a eu pas mal de projets. Et donc ça nous a permis d'accompagner tous ces jeunes créateurs dans la conception de leur travail, ce qui leur a permis aussi d'avoir des financements qu'ils n'ont pas habituellement, et de présenter leur travail selon, en général, leurs zones géographiques. Donc on a eu des présentations de travail dans les 5 villes. 112 concepteurs, c'était les concepteurs algériens et algériennes, mais autofinancés, donc plus confirmés, qui sont déjà peut-être passés par ce type d'appel à candidature, ou en tout cas qui ont fait des études, qui ont parfois travaillé à l'international, même en France ou dans d'autres pays, et qui du coup ont pu autofinancer leurs projets et les proposer directement lors des différents événements. Et donc, plus de 100 événements à l'échelle du pays sur un mois, donc du 9 mai au 8 juin, ce qui était assez dense. Ça nous a fait beaucoup voyager. J'ai parfois fait trois villes dans la même journée. C'était assez intense. Je me réveillais à l'est, je me couchais à l'ouest, et je ne savais plus quelle spécialité gastronomique j'étais en train de déjeuner ou dîner, mais c'était très intéressant de ce point de vue-là, et ça nous a permis de rencontrer des gens aux 4 coins du pays. Un pays très vaste en plus, comme vous le savez, donc on a vraiment des idées qui fusent, et c'était très intéressant. Et 12 industries culturelles et créatives. Donc là, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tous les lieux privés, pour le coup, qui ne sont pas publics, qui se sont joints à l'aventure, qui sont pour la très grosse majorité localisés à Alger. Il y en a moins dans les autres villes, mais qui sont du coup des galeries d'art, des centres d'exposition, des lieux où on va apprendre certains types d'art, comme la poterie, la musique, la gravure, le travail sur bois, etc. Et qui nous ont ouvert leurs locaux pour pouvoir développer des événements en leur sein. Et donc c'était vraiment super intéressant de pouvoir rencontrer toutes ces personnes-là et travailler en étroite collaboration avec eux. Voilà, je pense que là-dessus, je vous ai un peu tout dit. Donc là, bon, vous ne verrez pas le contenu du programme, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée d'à quoi ça ressemblait. Donc vous avez vraiment toute la programmation sur le mois. C'était très 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 dense, et bon, vous le voyez, une très grosse majorité de la programmation sur Alger, qui concentre quand même la plupart des designers et des lieux d'exposition, des lieux de culture, mais aussi ailleurs. Des événements très divers, ça c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a eu donc des conférences, des tables rondes pour parler de ces questions-là, des masterclass, des expositions, des portes ouvertes, des hackathons. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, mais c'est un peu des moments où on se consacre pendant, par exemple, 3-4 heures à l'élaboration d'une idée, d'une pièce, mais en pensant un peu en ayant vraiment une réflexion artistique et intellectuelle autour de cette chose. Et puis on va essayer de développer quelque chose dans un temps
très court pour pouvoir mettre en exergue le plus rapidement possible la disposition des esprits de chacun. Des workshops, et on a même essayé de développer des choses un peu différentes, comme une sortie parcours, par exemple, qui a eu lieu à Annaba, et autour de laquelle on a travaillé avec des associations qui essayent de faire rentrer le vélo comme une pratique d'usage dans ces villes. Alors, il faut imaginer qu'il y a très 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 peu de cyclistes. Ils se comptent sur les doigts d'une main, et ceux que vous allez croiser dans une journée, vraiment. Et du coup, qui ont proposé des tours architecturaux, urbanistiques, historico, design de cette ville, et qui ont permis du coup d'aller intéresser le passant à différents événements de design qui se trouvaient au sein de leur propre ville, qu'ils n'avaient jamais eux-mêmes remarqué. Et ce qui a été assez rigolo, si je puis dire, c'est qu'on n'avait pas pensé comme ça, mais finalement on s'est rendu compte que chaque ville avait un peu sa spécialité. Donc Alger, bon, c'est la grande ville, il s'y passe un peu tout, mais Constantine, c'est un peu une ville historiquement très axée sur l'art très fin. On a tout un quartier qu'on appelle le quartier des dinandiers. Donc, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, la dinanderie, c'est le travail du cuivre et du laiton. Et je pense que vous pouvez même trouver des images sur Internet. C'est vraiment encore à l'ancienne, c'est-à-dire que quand vous y entrez, vous n'entendez plus rien. On a des dizaines et des dizaines d'échoppes comme ça, avec des travailleurs du laiton, du cuivre, qui tapotent toute la journée, qui martèlent leur travail. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait historiquement cette présence-là qui était très forte dans la ville, ce qui nous a permis d'exposer pas mal d'œuvres autour de ces travaux-là. À Constantine, à Oran, c'est la ville un peu espagnole d'Algérie, donc festive, ouverte, sur la mer, qui vit la nuit. Et on a eu pas mal de projets de design autour de la mode. À Tlemcen, c'est une ville historiquement de tapissiers. Très axé sur la tapisserie, sur le travail du tapis de manière générale. Et on a eu une exposition très forte marquée avec de très belles pièces de tapisserie, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard parce qu'il y a eu des belles collaborations. Et donc Annaba, qui s'est révélée être la ville verte, avec beaucoup de projets autour de ça. Donc ça a été une chouette découverte, et ça nous a permis d'axer notre propos là-dessus. Ensuite, donc, quelques exemples de réalisation. Je vous en ai pas trop mis parce que je vais vous. Alors, on est une grosse vingtaine, un peu plus peut-être. Bon, c'est pas mal. J'ai quelques exemples du journal de la Biennale que j'ai sur moi, que je pourrais distribuer à ceux que ça intéresse. On a développé 2 journaux de la Biennale. La première partie que j'ai sur moi, la deuxième partie qui est en impression en ce moment et qu'on va distribuer prochainement en Algérie. Mais en tout cas, vous avez quelques exemples de travaux de réalisation qui ont été développés lors de cette Biennale. Et par exemple, la théière qui est au centre, c'est une théière d'une artiste constantinoise qui du coup travaille les matériaux de manière générale autour du fer, donc le laiton, le cuivre et d'autres déclinaisons. Qui a du coup développé de très beaux objets, dont cette théière que je trouve absolument originale, en tout cas très jolie. Ensuite, on a eu sur l'espèce d'installation, ça c'est un artiste designer algérien qui a pensé une sculpture avec plein d'objets qui ont été historiquement liés à l'histoire franco-algérienne dans le design. Et donc c'est des vieux objets, et avec la statue qui trône au milieu, que vous retrouvez dans beaucoup d'immeubles oranais et qui datent de l'époque où la France était encore présente sur place. Et du coup, voilà, c'est un peu une réflexion autour de cet univers-là. Et puis de l'autre côté, vous avez donc une artiste algéroise qui travaille le cuivre et le bois, et qui a proposé une très belle installation sur ces questions-là, sur ce travail-là. Vous pouvez de toute façon trouver tout ça sur Internet, et puis je distribuerai aux intéressés le journal sur lequel vous aurez un peu plus
Enfin, vous aurez la plupart des projets qui sont développés dedans. Et donc, comme je vous disais, c'est les projets qui sont axés sur les concepteurs. La deuxième partie du journal, malheureusement, que je n'ai pas sur moi, qui est en cours d'impression, développe plus le travail des industries culturelles et créatives et des écoles et universités. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous la redistribuer à un autre moment. Je me réinvite. Du coup, juste petite diapo sur la collaboration qui a eu lieu à Tlemcen, donc dans l'ouest algérien, très proche de la frontière du Maroc, ville originellement axée, qui a une très forte culture autour du tapis. Et une super collaboration qui a eu lieu entre les Beaux-Arts de Marseille et les Beaux-Arts de Tlemcen, où les étudiants des Beaux-Arts de Marseille ont la chance de se rendre à Tlemcen pour travailler en étroite collaboration avec les Beaux-Arts de Tlemcen et des artisans tapissiers, tisserands de Tlemcen pour développer des pièces, comme vous pouvez voir, avec vraiment de la technologie d'époque. Et c'est une collaboration qui a très 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 bien marché et leurs différentes pièces ont été exposées lors de l'exposition de Tlemcen, ce qui a pas mal aussi permis de montrer ce qui pouvait être créé en commun. Tout à l'heure, je vous parlais rapidement de notre contentement sur le fait qu'on avait réussi à collaborer avec pas mal d'institutions privées. On a aussi eu un événement qui a été très fortement relayé dans la presse, en Algérie comme un petit peu en France. Et ça, c'est vraiment aussi une victoire dont on ne mesure pas forcément l'écho quand on est ici, mais qui a permis de débloquer pas mal de choses et qui aujourd'hui nous permet déjà donc, de travailler sur la Biennale 2026. Autour de laquelle on va essayer de donner une dimension encore plus internationale avec une communication qui sera encore plus axée sur, notamment dans des pays comme la France, et on espère du coup toucher d'autres publics. Et je vous invite, si vous le pouvez, si vous le voulez, à vous rendre à cette prochaine biennale, découvrir le design algérien. Alors, pardon, c'est pas là. Et donc juste petite photo de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée à la Villa des Oliviers à Alger. C'est une photo pour clore mon propos sur la Biennale, mais après je passe quand même sur la villa. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on avait été heureux parce qu'on avait pu vraiment voyager aux quatre coins du pays pour mettre en place cette Biennale. Et surtout, on a constaté qu'en Algérie, il se passait beaucoup plus de choses qu'on ne le pensait dans ce domaine, avec des acteurs très divers, des femmes, des hommes, des jeunes concepteurs, des concepteurs un peu plus confirmés, des designers, des architectes, des urbanistes, des créateurs, des artistes. Enfin, vraiment une scène très forte qui ne demandait qu'à éclore, et avec de projets très intéressants, et ça nous a vraiment donné envie de continuer sur cette lancée et du coup de les redévelopper sur les prochaines éditions. Et puis voilà, je pense que là-dessus j'ai à peu près tout dit. Je vous laisserai du coup m'interroger potentiellement sur si vous avez des questions. On va passer du coup à la deuxième partie de mon propos, parce que je vois que ça fait déjà une demi-heure en fait, ça passe un peu vite. Alors, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps, de toute façon, ça devrait aller un peu plus vite. La Villa Jazaïr, donc le mot Jazaïr, c'est tout simplement Algérie en arabe. C'est le nom qu'on a donné donc à notre nouveau programme de fabrique de résidence Institut français d'Algérie en Algérie. Programme qu'on va développer. Alors, pour l'instant, je préfère ne pas trop m'avancer parce que c'est encore en gestation, et c'est pour ça qu'aussi aujourd'hui je vous en parlerai de façon un peu plus brève, mais dans 3 villes algériennes, même si dans mes slides vous en aurez 5 qui sont développées, avec une présence à Alger, à Constantine et à Naba, du coup dans l'est du pays. Et donc potentiellement 5 villes qui les accueilleront à terme, avec aussi Oran et Tlemcen. Donc à chaque fois les 5 villes dans lesquelles nous possédons
un institut français, ce qui nous permet d'avoir une assise sur place, des équipes techniques, etc., des relais et de développer les choses beaucoup plus facilement. Et l'idée, donc, ce soit que ce projet, enfin, les personnes qui puissent candidater soient françaises, soient résidents en France depuis au moins 5 ans, et de permettre donc à des jeunes concepteurs, designers, architectes ou autres, hein, d'ailleurs c'est vraiment très vaste, là pour le coup on va dans les arts de la scène, la musique, le livre, des résidences d'écriture, voilà, là c'est vraiment plus large, de pouvoir bénéficier d'une résidence de création artistique en Algérie. Et tout à l'heure, on en discutait très rapidement avec Magali, mais je lui disais que j'étais particulièrement surpris parce qu'on reçoit régulièrement des artistes, écrivains, enfin des gens en tout cas qui viennent animer des événements chez nous en Algérie, et vraiment 90% du temps, ces personnes ont un lien avec l'Algérie. Ils y ont né, ils y ont vécu, ils ont un cousin, un grand-père un jour qui était, et du coup on se rend compte qu'il y a vraiment un fort intérêt, souvent des artistes présents en France, pour venir bénéficier d'un programme de résidence en Algérie, et c'est aussi en ce sens qu'on essaye donc de le développer. Voilà. Bon là, alors, il y a un peu plus de texte, mais juste pour vous dire que c'est un programme qui, du coup, est pensé... c'est un programme qui a été pensé du coup suite à la déclaration de coopération culturelle et de circulation des artistes signée en août 2022 par le président Macron à Alger, et qui est donc une réflexion très profonde et forte des instituts français pour essayer, de par le monde, je ne sais pas si vous avez pu participer aux autres conférences qu'il y a eu ici, mais il y a eu, donc je crois sur New York, il y en a une qui vient sur l'Inde, il me semble, donc de développer ce type de villa un peu partout dans le monde, et donc c'est ce que nous on essaye de faire aujourd'hui en Algérie pour pouvoir accueillir la scène culturelle française, ou en tout cas qui a un fort lien avec la France. Quelques exemples des lieux qui vont potentiellement accueillir ces événements. Alors là, on a une maison, galerie d'art qui s'appelle Rhizome à Alger, qui a notamment accueilli la Biennale de Design, mais qui est en cours de développement, donc je m'attarderai moins dessus. À Annaba, on a développé au sein de l'Institut français des ateliers, des appartements au nombre de 3, et un espace de travail commun. Et l'idée, c'est que du coup, ces résidents puissent venir travailler sur leurs questions, enfin sur leur travail artistique de manière générale, dans un espace qui leur est vraiment dédié. Et ce qui est intéressant à Annaba, alors là, les photos sont... Le site est en cours de montage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est légèrement à l'écart de la ville, du centre-ville, dans une zone un peu portuaire, dans un immeuble qui est quasiment occupé que par des activités des galeries d'art, etc., de l'Institut français. Et donc on a notamment développé une sorte de studio musical, et on essaiera d'accueillir plus précisément des artistes musicaux qui pourront du coup venir taper très fort sur leur batterie sans déranger personne, tout en ayant une vue sur la mer, et j'espère que ça les inspirera. Et du coup, Taman Rasset, pour l'instant, je vous demanderai de ne pas le garder en tête, parce qu'on est en train d'essayer de développer ça, c'est pas encore sûr. Taman Rasset, c'est dans le grand sud algérien. On n'est pas très très loin à l'échelle du Sahara, du Mali et du Niger. Je dis bien à l'échelle du Sahara parce que on est presque aussi loin d'Alger que Alger ne l'est de Paris. Donc ça vous donne un peu l'étendue du territoire. Mais Constantine, en revanche, très belle ville suspendue, ville de pont. Vous pouvez un peu voir la ville qui se forme sur les rochers comme ça, qui accueillera du coup une résidence à coup sûr. Enfin voilà, on a déjà pas mal avancé là-dessus, devrait se situer au-dessus de l'Institut français. On a un très beau bâtiment un peu d'époque qui permettra du coup d'accueillir les événements liés autour des résidences artistiques de la Villa Jazaïa.
Et du coup là, bon, je les ai gardés parce que initialement ils seront peut-être amenés à exister, même si aujourd'hui je peux pas les confirmer. Avec Oran, où on a un artiste qui s'appelle Sadek Rahim, qui est une figure d'art contemporain algérien qui vraiment travaille sur. C'est le monsieur qui avait l'installation artistique avec la statue, le montage. Il y a quelques slides de la Biennale du Design avec la statue au milieu. Voilà, c'est cette personne-là qui développe du coup aujourd'hui un grand centre contemporain, une maison. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir des ateliers d'artistes à des jeunes Français qui aimeraient se rendre à Oran pour y travailler. Oran, donc, je vous disais, une ville qui est très dynamique, très multiculturelle, qui a vu éclore pas mal de talents français. Je pense à un des plus connus, Yves Saint-Laurent. On a une maison Yves Saint-Laurent à Oran qui était l'un de ces lieux où il a vécu, où il a dessiné ses premières esquisses, qui aujourd'hui se visite un peu comme un musée, mais qui du coup se situera pas trop loin de ces espaces-là et qui devrait permettre aussi de créer un peu une émulation culturelle en rencontrant toutes les personnes de la scène artistique du coin. Et enfin, Tlemcen, donc pareil, aujourd'hui c'est en cours de montage. On travaille en collaboration avec un gîte qui s'appelle le gîte Marhaba, qui est à l'initiative d'une plasticienne. L'idée, ce serait de pouvoir accueillir à terme aussi des artistes. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la Biennale, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de spécialités qui s'étaient créées par ville. Donc si par exemple des étudiants s'intéressaient au travail de la tapisserie, ce serait intéressant pour aller à Tlemcen, même si, pour eux d'aller à Tlemcen, pardon, même si bien sûr on ne s'arrête pas du tout à ça. C'est pas du tout l'idée aujourd'hui, c'est plutôt d'être à l'écoute du projet artistique du candidat et d'essayer de l'accompagner du mieux possible par rapport à ce qu'on pourra lui proposer. Voilà, donc sur ce programme de villa, c'était une introduction, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on le lance en ce moment. Peut-être que je serai à même de mieux vous en parler prochainement. De toute façon, on communiquera dessus sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., mais aussi sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, pour ceux que ça pourrait intéresser, à aller y faire un tour. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis un tout petit peu débordé, c'est pas catastrophique. Voilà, vous avez un temps d'échange si vous le voulez, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Merci Amine pour cette présentation très complète de la Biennale et de la Villa. Mais tout de suite, je vais passer la parole s'il y avait des questions dans la salle. Bonsoir, c'était très bien. La situation politique en ce moment entre l'Algérie et la France est un peu tendue. Hein, c'est un pléonasme. Est-ce que ça a un impact sur votre travail ? Je me doutais qu'il allait y avoir une question comme ça. Pourtant, on n'est pas en conférence de presse de l'Élysée, mais vous avez le droit. Pas vraiment, et puis comme vous avez pu le constater, je ne sais pas si vous avez suivi très récemment, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est rendu à Alger pas plus tard qu'il y a 2 jours, ou 3, je ne saurais plus vous dire, 2 jours je crois. Nous l'avons rencontré sur place, nous, équipe de l'Institut et de l'ambassade. Les signaux sont plutôt positifs, donc on repart sur une collaboration qui, a priori, sera de bon augure. Donc on est très positif et on espère vraiment que tous ces projets porteront leurs fruits et se développeront sans le moindre entrave plus possible. Mais ça n'a pas toujours été simple ces derniers mois, mais on repart sur de bonnes ondes. J'espère. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Soyez pas timide, on est là pour ça. Alors attendez juste si vous pouvez attendre le micro. Merci beaucoup. Et les financements de ces centres, c'est franco-algérien
ou c'est uniquement la France? Non, non, pour le coup, c'est des financements français. Les instituts français de par le monde sont financés, ce sont des programmes français. Du coup, il y a des financements qui font partie de tout ce qui est alloué à la culture. Mais après, on va beaucoup travailler en autofinancement parce que j'ai moins axé mon propos là-dessus parce que c'était moins le cas. Mais on propose beaucoup de cours de langue, par exemple, des cours de français, du coup. Et du coup, il y a un service de médiathèque, il y a des services de location d'objets, des choses comme ça. Et toutes ces personnes qui fréquentent nos instituts paient des abonnements qui nous permettent d'avoir un fonds de gestion et un fonds de fonctionnement qui, en général, vont nous permettre de couvrir la plupart de nos activités. Donc c'est aussi comme ça qu'on fonctionne, en grosse partie. Et dans des instituts comme en Algérie, vous avez énormément de gens qui fréquentent les instituts, notamment pour les cours de langue. Du coup, c'est vraiment une grosse machinerie. Et là, pour le coup, c'est moins mon domaine, j'ai pas forcément les chiffres, mais plusieurs centaines d'étudiants, d'apprenants, ce qu'on appelle les apprenants. Oui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est comment je pourrais dire, quels artistes, quels secteurs, quels critères pour sélectionner les artistes qui seraient susceptibles d'aller en Algérie? Est-ce que ce sont comme à la Villa excusez-moi, je suis en train de chercher mes mots. Albertine, peut-être? Pardon? Albertine, aux États-Unis? Non, Médicis. Je sais qu'il y a des programmes comme ça avec la Villa Médicis, mais est-ce qu'il est à terme prévu de faire des je ne sais plus les termes. Je suis désolée, j'arrive pas à retrouver. Non, mais je comprends votre question à peu près. Enfin, vous me direz si c'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près. C'est un peu ça l'idée, en tout cas dans le fond. Après, on a moins de prétention. Hein. La Villa Médicis, c'est quand même comme Albertine, c'est quand même une énorme institution. Et puis pourquoi pas à terme. En tout cas, là, c'est des débuts. Aujourd'hui, sans rentrer vraiment dans le détail, ce que je disais dans l'une de mes slides, vraiment le critère numéro 1, ça va être soit d'être français, soit de résider sur le territoire français depuis plus de 5 ans, et du coup d'avoir un projet artistique qui soit en lien avec la France, la culture française, la francophonie, etc., pour pouvoir postuler. Par exemple, nous, dans nos instituts, quand on programme des choses, c'est souvent une grosse partie du temps des intervenants qui sont français, parce que c'est un peu l'idée de l'Institut français, mais ça peut être des Belges, des Canadiens, des Algériens, des Tunisiens ou autres qui vont écrire en langue française, chanter en langue française, travailler sur un projet qui va avoir lieu, qui va raconter l'histoire de la France. Enfin, voilà. C'est très vaste, mais on essaye quand même toujours de raccrocher ça d'une certaine façon à la France. C'est un peu aussi le but de notre mission, hein, finalement, en tant qu'Institut français. Et c'est ce qu'on a aussi développé du coup dans la Biennale, en essayant elle est algéro-française ou franco-algérienne, comme vous voulez, mais du coup, elle crée un pont entre les deux rives, et c'est vraiment cette émulation-là qui est intéressante. Mais du coup, émulation qui existe aussi au Maroc, en Hongrie, aux États-Unis, en Espagne, en Chine, dans tous les pays où l'Institut français ou alors une alliance française est présente, ce qui représente une très grosse partie des pays du monde. J'ai plus du tout les chiffres en tête, mais je crois qu'on doit être au moins 100, je ne veux pas dire de bêtises, 150 pays où instituts ou alliances françaises existent. Donc voilà, c'est une machinerie qui existe un peu partout. Merci. Je voulais savoir, indépendamment des vicissitudes politiques entre la France et l'Algérie, quel est l'accueil que vous recevez de la part des gens? Est-ce que les gens viennent de toute façon, quel que soit le vent qui souffle, ou est-ce que vous sentez des
mouvements d'intérêt ou de fréquentation qui varient au fil des amours entre les deux pays. Vous voulez dire par rapport au public algérien? C'est le principal, à mon sens, oui. On a un public d'habitués. Vraiment, de manière générale, c'est un public qui fréquente les instituts français, qui du coup vient, que ce soit pour fréquenter nos médiathèques, pour fréquenter les cafés qui existent dans les instituts, ou alors qui vont venir participer à une certaine programmation. Donc ça, c'est vraiment une base très forte. Après, on va avoir un public qui va venir selon le type d'événement qu'on va proposer. Et là, on essaie de proposer des choses qui sont assez diverses. C'est aussi pour ça qu'on va à la fois proposer de la musique, mais aussi de la lecture, aussi du débat d'idées, pour essayer d'attirer un public, en tout cas le public le plus vaste possible. Ensuite, je pense qu'on a un public qui ne nous fréquente pas, mais bon, comme partout, vous avez des gens qui ne fréquentent pas certaines institutions, j'ai envie de dire. Mais pour répondre plus directement à votre question, je pense, enfin en tout cas nous, on ne ressent pas de baisse de fréquentation par rapport au vent politique. Les gens font très bien la part des choses. Ils s'intéressent à la culture, ils s'intéressent à l'art, ils s'intéressent à l'histoire. Et le public algérien ne va pas mélanger les deux. Donc ceux qui nous fréquentent font fi du climat et continuent à fréquenter nos instituts. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question parce que en réfléchissant à votre proposition de résidence... Ah pardon, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Ok. Je réfléchissais à votre proposition de résidence en Algérie que je trouve géniale, mais je me posais la question en tant que Français d'aller faire une résidence en Algérie, c'est pas forcément la même chose que la Villa Albertine aux États-Unis parce qu'il y a quand même une histoire. Algérie, c'est une ancienne colonie française. Je voulais savoir si vous, au sein de l'Institut français d'Algérie, vous aviez une réflexion autour de cette notion-là de liens qui peuvent être compliqués historiquement, et si ces maisons-là avaient aussi pris en compte du coup le passé colonial de la France en Algérie. Alors, je suis pas sûr de comprendre là où vous voulez en venir par rapport. C'est-à-dire, si vous veniez en tant que résident, est-ce que vous pourriez travailler sur certaines problématiques ou est-ce que vous pourriez être impacté par... Non, je veux dire que la dynamique d'un Français qui va faire une résidence en Algérie, elle pourrait, selon les projets, j'en sais rien, mais on pourrait parler éventuellement d'appropriation culturelle, etc. Donc je voulais savoir si ces résidences-là avaient anticipé ces questions-là, s'il y avait des ponts qui étaient faits avec, je sais pas moi, avec des artistes ou des créateurs locaux, puisque c'est réservé aux Français. Donc est-ce qu'il y a des ponts qui sont pensés dans le cadre de cette résidence pour anticiper ces questions-là, justement? Alors après, on reçoit de manière générale beaucoup d'intervenants tout au long de l'année sur différents types d'arts. Parfois, il va y avoir des arts qui vont parler justement de questions mémorielles, de questions historiques, etc. Notre ligne de conduite numéro 1, c'est surtout qu'on ne se censure pas. Après, on va plus porter une attention particulière sur l'intérêt artistique du projet. C'est-à-dire que si le projet est intéressant et bien porté et qu'il a vraiment une pertinence, quelle qu'elle soit, d'un prisme culturel, en tout cas, on ne s'en censurera pas. Ensuite, l'idée, c'est pas non plus d'aller chercher les projets les plus subversifs possibles.
Mais d'un point de vue de traitement de ces questions-là, oui, forcément, on a de l'expérience. Hein, on est constamment positionné un peu sur ces questions-là, encore plus depuis quelques temps, comme vous avez pu le remarquer. Donc on a l'habitude de lire entre les lignes, en tout cas, et de voir si tel ou tel projet pourrait être amené à être, d'une certaine façon, un peu dérangeant, mais franchement, on ne se censure pas, donc non. Après, si vous êtes intéressé pour porter un projet et que vous l'avez déjà en tête, avec grand plaisir pour en discuter, et n'hésitez pas à prendre contact avec nous en nous envoyant votre courrier ou votre projet. Ce serait avec grand plaisir de le regarder avec plus d'attention, en tout cas. Y a-t-il d'autres questions ? En tout cas, l'invitation est lancée, Amine, à cette autour. Mais bienvenue pour la suite du programme et venir nous raconter tout ce qui sera passé. En tout cas, on vous le souhaite sur ces magnifiques projets. C'est l'heure de se retrouver autour d'un verre de l'amitié. Donc, merci d'être venus nombreux à cette session et de vos questions très intéressantes également. Et rendez-vous pour effectivement, la prochaine villa qui sera abordée sera celle en Inde. Donc, on va changer encore d'horizon. Et on espère que vous serez au rendez-vous. Bonne soirée. Un grand merci.